20 minutes, c'est le temps d'une discussion qu'il m'a fallu pour venir complètement chambouler ma philosophie de vie. Une philosophie que j'avais construite depuis 25 ans maintenant, qui est venue complètement s'ébranler. Des croyances que j'avais qui ont été remises en question, mon rapport au temps, mon rapport aux autres, mon rapport à la nature, qui ont été complètement chamboulés suite à une discussion que j'ai eue avec un local balinais. Parce que pour vous remettre en contexte, ça fait 3 semaines maintenant que je suis à Bali, j'y reste pour 2 mois. Et cette discussion a été la plus enrichissante depuis que je suis arrivée, ça c'est clair et net, voire même de cette année, parce que des discussions j'en ai eu, mais alors celle-là, elle me reste en tête. Vous savez, c'est le genre de discussion, t'y repenses 4 jours après. Là, littéralement, ça fait 4 jours du coup que j'ai eu cette discussion, j'y pense toujours, et je suis toujours à me dire, purée, mais je comprends encore des choses qui m'ont été expliquées, que je comprends, je mets A avec B, et je comprends en fait ce qui se passe, et je sais pas, ça fait son petit bonhomme de chemin. Bref, c'est une discussion du coup, comme je vous disais, que j'ai eue avec un local balinais, où, pour vous mettre en contexte, on s'est retrouvés, on était en excursion ensemble avec ma copine Alexia, donc on était tous les trois, de base c'était notre chauffeur, mais en même temps, genre, on savait que c'était un très très bon chauffeur, qui parlait français, qui parlait anglais, donc c'était super cool. Et on était en train d'aller dans des rizières. Et à un moment, on s'est retrouvés à l'arrêt parce que la rue était complètement bloquée, impossible d'avancer plus loin parce qu'il y avait une cérémonie, un enterrement en gros qui était en train de se dérouler juste à côté. Et on aura l'occasion d'en discuter, mais la spiritualité est tellement présente à Bali, fait tellement partie de la culture et du quotidien de chaque Balinais, qu'un enterrement est une cérémonie à lui tout seul. Mais une cérémonie, genre je pèse mes mots, une cérémonie dans le sens où ça rigole, c'est habillé en couleur, genre c'est complètement différent de ce que nous on connaît comme enterrement en France. Au point carrément où ils en viennent à bloquer toute une route et à faire un bouchon de 20 minutes. Et ce qui a été hyper impressionnant déjà, c'est que, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, les balinais, ils abordent tout avec le sourire, il n'y a jamais de klaxon, il n'y a jamais de on est pressé ou quoi que ce soit, donc on s'est tous retrouvés bloqués pendant 20 minutes en plein milieu de la route, personne n'a râlé, personne n'a klaxonné, personne ne s'est insulté, c'était déjà ça assez phénoménal, mais surtout ça aboutit à la discussion que là on a pu avoir parce que ça nous a donné 20 minutes durant lesquelles on a eu l'occasion de discuter avec notre chauffeur, avec notre guide de la journée et comprendre justement tout ce qui se passait pour eux au niveau de cette cérémonie qui est en train de se dérouler. Donc ça a commencé de base avec ça. Et on en est venu après de fil en aiguille, genre je voyais tout ce qui se passait et tout. Je voyais que la manière dont lui il appréhendait la vie était complètement différente de la nôtre. Et il y a ce cliché à Bali de les balinais sourient tout le temps et les balinais ne sont jamais stressés. Et c'est vrai, j'ai pu le découvrir, j'ai pu le confirmer, j'ai pu l'appréhender ces dernières semaines, au point où j'en suis venue à lui dire comment ça se fait que tu n'es pas stressé, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et il a été complètement désemparé par ma question, parce que, en fait, ça se passe pas dans la tête des balinais. Genre nous, quand on nous dit arrête de stresser, on nous dit calme ta tête, calme tes pensées. Et ce balinais, ce n'était pas du tout à ce niveau-là que ça se passait, parce que les balinais, quand on dit qu'ils ne vivent pas le stress, c'est pas qu'ils le fuient, c'est pas qu'ils sont dans le déni en mode on est dans un monde de bisounours, tout est beau, tout est rose, c'est que vraiment, le stress ne fait pas partie de leur état émotionnel. Ils vivent dans une vie et ils ont une manière de vivre qui ne crée pas de stress. Et tout ce qui m'a communiqué à travers cette discussion, j'ai pu le creuser après justement pour préparer cet épisode de podcast parce que c'est tellement life-changing, c'est tellement mind-blowing que je me suis dit, il faut en faire un épisode de podcast parce que nous qui cherchons justement la légèreté, qui cherchons tout ça, genre ne pas stresser, c'est là en fait que la clé réside. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager dans cet épisode aujourd'hui parce que, enfin vraiment, vous allez être en mode, ok, j'ai compris. La philosophie balinaise, en gros, elle se base sur des principes aussi bien spirituels que sociaux et qui sont complètement ancrés dans leur façon d'aborder leurs relations, donc la relation à eux mais la relation aux autres, la relation avec la nature, le rapport au temps, le rapport à la spiritualité. Et je dirais que comme toute culture, ce que les balinais recherchent, c'est l'harmonie et c'est l'équilibre. Sauf que ce qui est hyper marquant, c'est de se rendre compte que ça passe pas du tout par les mêmes piliers que nous. Pour eux, ça va s'articuler autour de justement la relation aux autres, la nature, le divin, la spiritualité. Alors que nous, quand on va penser à notre vie, on va déjà pas forcément penser à l'équilibre, on va penser à la réussite sociale, on va penser à la productivité, on va penser à des choses qui sont très dans la performance, très portées sur comment les autres vont nous percevoir, comment on va être approuvé par les autres, comment on va faire en sorte de monter, genre le succès, toujours tourné beaucoup vers soi et jamais dans une dynamique collective.
Et c'est là déjà où je me dis, mais les bases de la société même, entre ce que nous on vit occidentaux et ce que Bali vit et ce que leur culture de manière générale vit, est complètement différent. Genre les fondamentaux n'ont rien à voir. Au point où le rapport au temps n'est absolument pas le même. Nous, notre journée, et donc la manière dont on appréhende notre temps, est rythmée par les to-do list, par les choses qu'on doit faire, par une optimisation, de la planification, tout ce genre de choses, alors que la leur, elle est rythmée par la dévotion, par la communauté, par la spiritualité. Parce que les journées des balinés déjà sont rythmées par 3 temps. 3 temps d'offrande durant lesquels ils vont pouvoir justement s'adresser à leur Dieu, ils vont pouvoir prier, ils vont pouvoir déposer ce qui est nécessaire pour eux. Et c'est ces temps de prière qui leur permettent aussi de ramener de l'équilibre et de l'harmonie dans leur quotidien et de mettre autant de symbolique dans des si petits gestes quotidiens à travers les offrandes, à travers leurs repas. Ça permet de profiter vraiment de chaque chose que tu fais, de voir de la beauté dans chaque chose que tu fais dans ton quotidien. Et je trouve ça hyper inspirant parce que tu vois plus juste une assiette en face de toi qui va te permettre de te nourrir, tu vois genre la beauté, tu vois les couleurs, vraiment tu regardes avec tes yeux et avec tout ton être les choses qui sont en face de toi. Et depuis que je suis arrivée à Bali, personnellement, par exemple, je note tous les sourires qui me sont accordés, alors que Dieu sait que j'ai 4 fois plus de sourires qui me sont accordés par jour que quand je suis en France. Toute l'entraide, toute la gentillesse, tu la remarques parce que t'es beaucoup plus dans le moment présent. Parce que tu fais attention à ce genre de choses. Et je dirais que c'est même contagieux parce que moi-même qui ne pratique pas les offrandes, je les vois faire, je vois combien ça rythme leur journée. Donc tu sais que c'est là, tout le temps. D'ailleurs, ça sent tout le temps l'encens. Genre, ils utilisent de l'encens pendant leurs offrandes, Bali sans l'encens. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à rentrer en France et à ne pas avoir d'encens dans ma chambre, dans mon appartement, dans la rue, parce que ça... Je sais pas, ça met une ambiance, ça met une atmosphère qui vraiment te ramène parce que tous tes sens sont en éveil tout le temps. Par l'ouïe, parce que bon, il y a du bruit et tout, mais parce qu'aussi il y a des chants. Par le nez aussi, parce que du coup ça sent toujours l'encens tout quelque part. Par la vue, parce que c'est super beau, super coloré. Bref, tous les sens sont toujours mis en éveil, ce qui t'emmène constamment dans le moment présent. Et personnellement, je me sens beaucoup moins ailleurs depuis que je suis à Bali. Genre, je pense que ma vie déjà est beaucoup plus lente, je l'appréhende avec beaucoup plus de lenteur, alors qu'en France, je suis tout le temps à planifier 45 000 trucs par jour. Là, je vous assure que mes journées, elles sont remplies, mais je les appréhende avec beaucoup de légèreté, dans le sens où je me dis, bah, je vais faire une chose qui me tient à cœur. Donc c'est comme ça aussi que j'avais organisé ma manière de découvrir la spiritualité à Bali, en m'assurant de faire une chose, une nouvelle découverte par jour. Donc c'est ce que je fais, mais maintenant ça se déporte aussi sur d'autres domaines de ma vie, parce que pareil pour le professionnel, je me focalise sur un gros truc par jour. Et j'en suis pas à essayer de faire 45 000 trucs, parce que vraiment, ici tu vis dans la slow life. Genre tout est lent, tout est normal, genre tout est à un rythme où finalement ça ne te crée pas de stress. Et toute la logique qui drive tout ça, c'est justement une logique d'alignement et pas d'accomplissement comme on pourrait avoir en Europe. Une autre chose qui m'a marquée, c'est que pour eux, tout est à sa juste place. Que ce soit le positif et que ce soit le négatif. Parce que, encore une fois, tout est une histoire d'équilibre et d'harmonie. Parce que le jour est complété de la nuit. Le bien est complété du mal. Et l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux pour créer justement cette harmonie et cet équilibre. Et là où en Occident, on ne laisse pas la place justement aux choses qu'on considère comme négatives de vivre et de s'exprimer, par exemple nos émotions négatives, on n'a pas envie de les vivre, genre on essaie de les faire toutes petites, les choses qui sont considérées comme mal, pareil, on cherche à les éviter. Eux ici, ils leur laissent de la place, ils les laissent vivre et ils les laissent s'exprimer. Au point où ici, encore une fois, une cérémonie qui est hyper marquante. Vraiment, leur année est vraiment marquée par des cérémonies à tout va parce qu'ils célèbrent les choses et c'est vachement beau en plus de se dire ça. Mais en gros, là, celle dont j'ai envie de vous parler, c'est leur nouvel an, la veille de la nouvelle année, qui d'ailleurs n'est pas en même temps que la nôtre. C'est une journée de silence où ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres, mais pas de téléphone, pas de travail. Enfin, vraiment, c'est une journée où ils se recentrent sur eux-mêmes. Et cette journée-là, en plus de faire beaucoup de bien parce qu'elle permet de se recentrer sur soi, et je trouve ça hyper beau déjà cette symbolique de se dire je me recentre sur moi genre pour finir mon année et pour la commencer derrière. Enfin déjà je trouve que la symbolique elle est vachement bien, mais eux ils poussent ça encore plus loin parce que ce silence permet en gros aux énergies négatives de sortir.
Et ces énergies négatives, ce mal, ils vont le célébrer parce que à la fin de la journée, il me semble, en tout cas dans ces 2 jours-là, il y a un moment où il va y avoir un festival, en gros, avec plein de monstres qu'ils auront constitués eux-mêmes de leurs propres mains. Et ces monstres-là, parce que vraiment c'est le mot qu'ils utilisent, c'est censé représenter justement toutes les parts négatives, toutes les choses négatives de leur vie, tout le mal. Et ils vont venir les célébrer, il va y avoir des parades, il va y avoir vraiment une cérémonie à proprement parler pour célébrer ce genre de choses qui va venir s'achever sur le fait de brûler justement ces monstres pour, je sais pas, les laisser se dissoudre, en tout cas, genre pour accueillir beaucoup plus de positivité du coup derrière dans leur vie. Mais je trouve ça hyper beau de se dire, au lieu de chercher à éloigner le plus loin possible toutes ces choses qui peuvent nous peser, là on leur laisse la place de s'exprimer et on leur fait une fête carrément. Est-ce que c'est pas incroyable de réfléchir comme ça? Et ça m'a amené d'ailleurs à la réflexion que j'avais commencé à avoir dans le dernier épisode, je vous l'ai partagé où je vous disais, c'est bizarre parce qu'en tant qu'Européens, genre nous, on est là à prendre toute la place sur leur île parce que on est en train de construire des restaurants, on est là partout, il y a des hôtels juste pour nous, genre auxquels juste nous avons accès parce que eux, ils peuvent pas se le permettre. Et j'ai partagé justement cette réflexion qui me pesait beaucoup avec justement cette personne locale d'ailleurs qui s'appelle Agus. Et lui, il m'a dit, mais nous, on voit pas du tout ça de la mauvaise manière parce que ça nous permet effectivement de faire vivre notre économie. C'est ça qui nous enrichit. À savoir que l'économie balinaise, 20% repose sur le tourisme. Donc sans ça, en fait, leur économie se casse complètement la gueule. Et surtout, pour eux, ça leur permet de financer l'éducation, ça leur permet de financer des écoles, bref, d'assurer quand même leur évolution derrière. C'est comme ça aussi que eux grandissent en tant que société. Et encore une fois, c'était marrant parce que lui, il me disait, mais on s'en fout, il était là, we don't care, de tout ce qu'on peut venir faire en tant qu'Européens et de toute la place qu'on peut prendre sur leur île, parce que c'est là. Genre, si ça doit arriver, et ça arrive. Si c'est là, c'est que ça devait arriver. Et ils sont vraiment dans cette dynamique, dans cette mentalité, dans cette philosophie de, si c'est là, c'est là. Et je ne vais pas me battre pour essayer de faire en sorte de l'enlever, c'est de comprendre pourquoi c'est là. Enfin, si c'est là, c'est que ça devait arriver. Et ça permet d'appréhender la vie avec tellement de légèreté, c'est incroyable. Et ça vient de toucher un autre pilier qu'on connaît tous, c'est la notion de karma. C'est que tout ce qu'on fait a une conséquence. Et pour eux, c'est vraiment ancré. Alors que nous, on va se dire, de temps en temps, c'est le karma, genre je vais faire une chose bien, sinon il va m'arriver des galères. Eux, c'est vraiment là tout le temps. C'est pour ça qu'ils sont aussi gentils les uns avec les autres. Parce que ça va être présent dans la manière dont ils se parlent. Donc ils se parlent tous avec respect, avec le sourire. Genre ils se connaissent pas, ils sont tous là à se sourire, à se donner des conseils. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils se racontent, mais tu sens que ils sont tous hyper chaleureux les uns avec les autres. Ils vont prendre soin des uns des autres. Il y en a un qui galère, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui s'arrêtent autour. Ils vont éviter de se mettre en colère, ils vont éviter de juger les autres ou quoi que ce soit. Bref, toujours dans une logique d'harmonie et d'assurer un équilibre collectif. Et c'est pour ça que chaque interaction sociale est si douce, c'est parce qu'il y a cette conscience de on veut s'assurer que tout le monde se sent bien, que l'harmonie soit respectée, que l'équilibre soit préservé. Alors émotionnellement, chacun est responsable, chacun se respecte et chacun est tourné vers l'autre. Et ça m'amène au point suivant, c'est que tout est réfléchi ensemble, en tant que société, en tant que collectif. À Bali, il n'y a pas de jeu qui est complètement prédominant dans nos sociétés en Europe, c'est moi, ma réussite, ma performance, moi qui monte, moi qui machin, alors que ici c'est un nous. Les cérémonies c'est du collectif, les repas, les offrandes, la manière de réaliser leurs activités, tu ne verras jamais un Balinais seul. Ils sont toujours les uns avec les autres, au point où les restaurants d'ailleurs regorgent de personnes qui travaillent. C'est fou, genre dans chaque restaurant, il y a, je sais pas, au moins 10 personnes qui travaillent. Même dans un tout petit truc, il y a toujours un nombre incalculable de personnes qui travaillent. Et ça, tout le temps. Il y a beaucoup de cérémonies aussi, comme je vous disais, et dans les temples, il y a une multitude de personnes. C'est incroyable. Et ça m'amène du coup à finir la story time que j'avais commencé au début de l'épisode et que effectivement je n'ai jamais fini. L'enterrement qui est en train de se dérouler était complètement aux antipodes de ce qu'on connaît. Couleur, rire, à aucun moment il y a eu des larmes, il y a aucun moment il y avait des personnes qui étaient tristes, il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait de l'énergie. C'était incroyable de se dire que ce qui est en train de se passer, c'était un enterrement. Et personnellement, ça me fait beaucoup réfléchir parce que pendant très très longtemps, en tant qu'enfant, j'étais terrorisée par la mort. J'avais peur de perdre mes parents, au point où je faisais des crises d'angoisse à cause de ça parce que ça me paraissait inconcevable de pouvoir grandir sans mes parents, de pouvoir vivre sans mes parents.
Et j'avais un rapport avec la mort qui était hyper compliqué parce que encore aujourd'hui, enfin dans notre imaginaire à nous, la mort c'est synonyme de disparition, c'est synonyme de perte, genre c'est la perte d'un proche, c'est la perte du défunt. Et on voit vraiment ça comme quelque chose de lourd, de pesant, genre c'est un truc que tu finis chez la psy quand tu perds un de tes proches quoi. Et eux, ce n'est pas du tout cette logique-là. Pour eux, en gros, ça fait partie de la vie. En gros, ils appréhendent la vie comme un cycle. Et là encore, c'est tellement logique parce que notre année, c'est un cycle de 4 saisons qui recommence à chaque fois. On parle aussi de cycle menstruel. Bref, toute la nature, enfin tout en fait est basé de manière cyclique. Et pour eux, c'est également comme ça qu'ils appréhendent leur vie. Mais leur vie de manière très générale parce que eux croient en la réincarnation. Donc c'est le fait que quand tu meurs, ton âme va se réincarner dans un autre corps qui te permet en gros de venir vivre une autre vie, comme ça, de fil en aiguille jusqu'à ce que tu atteignes un niveau spirituel et un niveau assez élevé pour rejoindre le paradis. Mais il y a quand même une progression parce que selon eux, tu commences en tant qu'animal et tu finis justement en tant qu'humain, en tant que personne. Et l'humain, c'est du coup la version avancée, c'est le Pokémon avancé d'un animal. Et c'est là où d'ailleurs ça me fait penser à une cérémonie justement qu'on avait vue ce jour-là, où j'ai été là, oh trop bien, il y a des chèvres, il y a des animaux et tout. Et en fait, j'ai rapidement compris que ça allait servir d'offrande. Et j'étais là, mais comment vous pouvez faire ça? Genre, je comprends pas. Genre, pour lui, c'était normal. Et j'étais là, mais quoi? Mais vous allez les tuer? Genre, ça me faisait mal au cœur. Vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer. Et pour lui, il voyait pas du tout ça comme la mort. À aucun moment, il n'a utilisé d'ailleurs ce mot. Il m'a toujours dit, c'est une offrande. Déjà, c'est une offrande aux dieux. Mais surtout, c'est une manière pour les âmes qui sont présentes dans ces animaux de pouvoir évoluer, de pouvoir se réincarner en quelque chose de plus grand. Et donc ils voient la vie comme un ensemble d'expériences qui permet de faire évoluer leur âme et qui leur permet donc de tendre vers ce paradis. Alors évidemment, ils restent humains et il y a un temps quand même avant où ils vont pleurer la mort du défunt. Mais c'est incroyable de se dire que pour eux, c'est limite obligatoire de rire, de sourire, d'être heureux durant ces cérémonies d'enterrement parce que c'est une manière d'accompagner l'âme dans sa réincarnation. Parce que sans cette joie, sans toute cette cérémonie, l'âme serait coincée dans son corps actuel. Et en étant triste, on l'enferme dans cette enveloppe, on l'empêche de se réincarner, alors qu'au contraire, par la joie, les sourires, on lui permet de se libérer, on lui permet de sortir de ce corps, de cette enveloppe charnelle dans laquelle elle est actuellement, pour pouvoir se réincarner dans un autre corps. Et tous les piliers que je viens de vous donner, pour moi, c'est ça qui explique pourquoi un baleiné sourit tellement. Parce qu'il vit au jour le jour, parce que il réfléchit plus loin que juste lui, le bout de son nez, mais il réfléchit de manière collective, il réfléchit de manière à être en harmonie avec la nature, avec tout ce qui l'entoure, de manière à ce que les autres se sentent bien. Enfin, vraiment, je trouve ça tellement élévateur, surtout que ça en est du coup contagieux parce que même nous du coup en tant qu'occidentaux qui n'avons pas toutes leurs pratiques et qui ne faisons pas les offrandes, qui n'assistons pas à toutes leurs cérémonies, on se sent faire partie d'un truc plus large. On sent qu'il y a une énergie qui est différente. On est inclus, on est accueilli, ce qui n'est pas toujours le cas en Europe. Et bien que la société influence énormément sur cette philosophie et sur la manière dont ils vivent et comment ça s'implémente au quotidien, je suis sûre qu'en tant qu'Européens, on peut quand même faire en sorte de sentir de cette manière, de se rapprocher de leur philosophie à eux dans notre quotidien, alors qu'on vit dans des sociétés qui sont, on le sait, drivées par la performance, drivées par la réussite, mais on peut quand même s'y retrouver en tant qu'individu quand justement on fait des choses à notre échelle. Et j'ai envie de vous partager des clés là sur la fin de l'épisode pour intégrer cette philosophie dans nos quotidiens d'occidentaux, parce que on mérite en fait de vivre justement une vie où on n'a pas de stress, on mérite de vivre une vie où c'est léger, où c'est harmonieux, où les relations sont saines les uns avec les autres, parce que ça fait tellement de bien au cœur. Et la première chose que je retiens de leur philosophie, c'est de vivre au jour le jour. Et ça, on l'entend beaucoup, genre soyez dans l'instant présent, parce que pour moi, c'est comme ça que ça se matérialise. Ce qui importe finalement, c'est pas la quantité d'événements qu'on vit, mais c'est la qualité des événements qu'on vit, c'est la qualité de présence qu'on a dans toutes les choses qui font partie de notre quotidien. Et pour moi, justement, arriver à s'ancrer, à honorer chaque moment de notre quotidien, ça peut passer par des moments d'ancrage. Donc par exemple, depuis que je suis arrivée, moi, je prends le temps de méditer tous les matins.
ça me fait un bien fou parce que je suis 100% dans le moment présent. Ça peut être boire son café sans être en train de scroller sur les réseaux sociaux. Ça peut être marcher sans avoir de la musique ou un podcast dans les oreilles. Continuer par contre d'écouter Nouveau Jour. Bref, c'est autant de manières d'être pleinement ancré dans ce que tu es en train de faire. Donc tu peux t'aider pour ça de tes 5 sens. On est bien constitué, on a 5 sens sur lesquels on peut s'appuyer. Donc ça peut être, je sais pas, par l'odeur à ce moment-là, genre ok, genre là, je suis en train de marcher, ah bah ça sent super bon, ok, qu'est-ce que c'est? Ça peut passer par le bruit quand tu marches en forêt, ouais, j'entends des oiseaux. En fait, c'est toutes ces choses-là qui te permettent, en te focalisant sur ces 5 sens, d'être dans le moment présent et de pas avoir la tête ailleurs. Ça passe aussi par le fait de considérer que nos journées n'ont pas besoin d'être productives pour être bien vécues. Il n'y a pas une fonction d'utilité dans nos journées, genre elles sont là. Alors autant en profiter, autant faire des choses qui nous plaisent, mais pas dans une démarche de productivité. Quand ton dimanche, t'as aucune obligation, plutôt que de réfléchir en termes de productivité, en mode comment je peux faire en sorte, je sais pas, de grandir, de me développer, de travailler mon dev perso, réfléchis en fonction de ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui me fait du bien. Et si ce qui te fait du bien, c'est de te poser, c'est de lire un bouquin, eh bah fais. Parce qu'il n'y a pas de souci. Finalement, la vie, elle a de la valeur, elle a de la qualité en fonction de comment tu te sens. Imagine si tu te retrouves sur ton lit de mort et t'es là, ok, genre, c'est bien, j'ai coché toute ma to-do list que je voulais faire de toute ma vie, génial. Comment tu te sens? Ah bah j'ai fait que des choses que j'avais pas envie de faire. Quel est l'intérêt? Au contraire, fais des choses qui te font plaisir, qui te font ressentir des émotions, parce que c'est là toute la valeur de ce que tu fais et toute la valeur de la vie. Ensuite, ce que je retiens aussi, c'est cette harmonie entre le divin, la nature et les autres. Et arriver à entretenir ces 3 piliers, pour moi, c'est essentiel. Donc la spiritualité, ça peut être à travers de la gratitude, genre ressentir de la gratitude, exprimer de la gratitude, ou à travers le journaling, bref, toutes ces choses qui te permettent de remercier, de te rendre compte de la chance que tu as et de te rendre compte qu'il y a quelque chose de plus grand autour de toi et de remercier pour la magie de la vie. Pour le relationnel, ça passe par le fait de nourrir et de chérir toutes tes relations, genre de faire en sorte d'être présent pour les autres, de faire en sorte de passer des moments où chacun est autour d'une table, où c'est chaleureux, où genre chacun s'y retrouve, il trouve son compte, se sentir écouté, genre faire en sorte vraiment de travailler son relationnel pour développer ses relations. Et finalement, la relation à la nature, ça peut passer par des choses simples comme se promener en nature, ça peut être jardiner, on peut penser encore plus large avec la cause écologique si c'est quelque chose en plus qui vous tient à cœur, réfléchir pour réduire notre empreinte carbone, c'est hyper essentiel aussi. Et l'idée derrière tout ça, c'est pas de faire moins de choses, mais c'est de mettre du sens dans les choses que tu fais. Donc tu mets du sens dans tes relations, tu mets du sens dans ton rapport à la spiritualité, à la vie, tu mets du sens dans ton rapport à la nature, bref, tu mets du sens dans les choses que tu fais, que tu sais pourquoi tu le fais. Un point qui va être hyper challengeant pour nous, c'est de cesser cette dualité, cesser de vouloir absolument anéantir le mal et de se dire je ne ressens pas mes émotions négatives, je ne fais jamais de mal ou quoi que ce soit. Donc accepter nos émotions négatives, même si elles sont inconfortables, pouvoir se dire c'est ok aussi d'avoir un jour sans, de pas le percevoir comme un échec, comme une entrave à notre productivité et à notre réussite, mais juste de dire ça fait partie de la vie, c'est cyclique et c'est comme ça, ce n'est pas grave. Et finalement de se dire que c'est une manière d'évoluer, c'est une manière pour nous de grandir et qu'il faut qu'on touche à ces moments un peu plus down pour arriver à rebondir derrière. Et c'est là où souvent on a tort, c'est qu'on pense que la sérénité réside dans la stabilité. Et pour moi, la sérénité, c'est pas notre vie qui soit un long fleuve tranquille. C'est justement arriver à surfer sur les vagues de la vie en se sentant serein, en se sentant confiant. De se dire, je suis en down, mais c'est ok, je suis au top, mais c'est ok. Mais la vie, justement, fluctue et c'est normal. Et je surfe sur ces vagues et tout va bien pour moi. Ensuite, on l'a compris, la communauté, le collectif, c'est essentiel. Et donc, plutôt que d'être toujours un peu dans notre bulle et avoir les autres comme une menace ou comme des gens devant lesquels on doit prouver, desquels on doit être approuvé, l'idée, c'est de venir recréer de la collaboration les uns avec les autres. Donc, en allant accepter de chercher du soutien quelque part, genre de se tourner vers un ami, vers un proche, lui dire « écoute, j'ai besoin de toi », sans voir ça comme un acte de faiblesse, mais au contraire, d'accepter d'aller chercher de l'aide ailleurs, c'est faire preuve d'humanité, c'est permettre à l'autre aussi de, quand il en a besoin,
pouvoir se tourner vers toi, pouvoir lui dire écoute, tu as le droit d'être vulnérable parce que souvent on a l'impression qu'on doit se retenir, on ne doit pas montrer nos émotions qui sont peut-être un peu plus négatives, qui sont peut-être un peu plus difficiles, genre nos débordements des fois, et lui dire ok, tu as le droit aussi, genre si moi je viens te demander de l'aide, c'est que tu as le droit aussi de le faire. Et tout ça, ça permet de créer de la coopération plutôt de la comparaison. On est toujours les uns les autres à se comparer, à se juger. L'idée, c'est de venir vous savez, se prendre la main, genre d'être tous ensemble et de vivre en harmonie les uns avec les autres. Ça fait peut-être hyper utopique, mais de dire venez, on s'entraide plutôt que on essaye de se tirer vers le bas et on se juge et on se critique et on est jaloux les uns les autres. Et puis finalement, accepter qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a certaines choses sur lesquelles on a du pouvoir, certaines choses qui sont entre nos mains et certaines choses qu'il faille simplement accepter. Et là, on parle de lâcher prise. Et donc, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait il y a quelques semaines à ce sujet-là, où l'idée, c'est vraiment d'accepter les choses, de donner notre maximum pour ne pas avoir de remords, ne pas avoir de regrets, mais d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, des choses qui ne dépendent pas de nous, et d'accepter que la vie soit faite comme ça. Et je suis persuadée qu'en commençant à mettre en place ces choses-là à notre échelle individuelle, il y a quelque chose de plus grand qui peut se faire. Parce que si on commence à nous être dans une nouvelle dynamique, cette dynamique, elle va se spread, elle va commencer à s'élargir, parce que je vous en parle aujourd'hui et peut-être que vous allez le mettre en place et vous allez en parler à des copines, à des amis qui vont aussi mettre en place des choses. Et c'est comme ça aussi que de nouvelles dynamiques se mettent en place, qu'on arrive à être dans une société qui est plus drivée par la performance, par la productivité, mais qui est plus drivée par le collectif, par comment se sentir bien soi-même, par l'harmonie, par l'équilibre. Parce qu'il n'est pas nécessaire de venir à Bali pour appréhender cette harmonie. On peut déjà le vivre au quotidien, en ralentissant, en observant, en remerciant, en respirant de manière consciente, en étant simplement là dans le moment présent, en étant là pour les autres et en étant là avec le sourire. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, que vous pourrez repartir avec quelques billes de manière à moins vivre dans le stress, vivre avec plus de légèreté, mieux appréhender votre quotidien. Dites-moi quels sont les points qui vous ont fait les plus réfléchir. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.